j'ai constaté qu'il y avait régulièrement un différentiel entre ce que pensent, ce que disent et ce que font les hommes politiques. Et pour moi, dans la vie, il y a un principe, c'est la cohérence entre la pensée et l'action. Aujourd'hui, vous avez trop de hauts fonctionnaires dans la vie publique de notre pays qui n'ont pas une seule idée de ce qu'est la vraie vie que vivent au quotidien les Français, les chefs d'entreprise, partout dans le territoire national. Ils ne le savent pas, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine sociale. On a un roman, un récit national à construire ensemble. Eh bien, je crois qu'il faut tirer tout le monde vers le haut. Il ne s'agit pas de fracturer la société, il ne s'agit pas de diviser les Français. Cette aspiration de toute la population française vers le haut, avec un grand projet de société, avec une vision et avec un discours, j'allais dire, honnête et sincère, c'est ça que les Français attendent. Bonjour mon général, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez passé 35 ans dans la gendarmerie où vous avez exercé des hautes responsabilités, notamment celle de directeur des opérations et de l'emploi à la direction générale de la gendarmerie nationale. Vous êtes aussi l'auteur de 2 livres, Tout ce qu'il ne faut pas dire, publié chez Plomb en 2016, et Sans autorité, quelle liberté, publié aux éditions de l'Observatoire en 2017. Alors, votre liberté de ton et votre franc-parler ont parfois pu vous valoir quelques déboires en haut lieu. Ils vous ont aussi valu le surnom de général Courage auprès des forces de l'ordre. Depuis 2017, vous êtes vice-président du parti politique Objectif France, parti dirigé par Rafik Smati, et vous êtes désormais son directeur de campagne, puisque M. Smati se présente à l'élection présidentielle. Alors, pour commencer, peut-être que vous pourriez nous expliquer ce qui vous a poussé à vous engager en politique après votre retraite du service actif de la gendarmerie, et ce qui vous a aussi poussé à développer un projet d'avenir pour le pays aux côtés de Rafik Smati. La réponse est assez simple. C'est que le fil conducteur de ma vie, c'est de servir mon pays. Je l'ai servi pendant 35 ans dans les armées et la gendarmerie. Et puis, lorsque ça s'est terminé d'une manière un peu abrupte, que beaucoup de Français ont suivi dans l'année 2016, je me suis posé la question de savoir comment je pourrais continuer à servir mon pays. Et je n'ai pas trouvé d'autres alternatives, d'autres solutions que de me dire c'est finalement la politique. Parce que c'est comme ça que l'on peut faire changer les choses. Alors c'est un peu paradoxal parce que pendant toute ma carrière, je m'étais dit que je ne ferais jamais de politique. Et j'ai fait le contraire de ce que j'avais dit. Pourquoi? Parce que les responsabilités que j'ai exercées dans la gendarmerie m'ont permis de côtoyer des élus locaux jusqu'aux élus nationaux. Et j'ai constaté qu'il y avait régulièrement un différentiel entre ce que pensent, ce que disent et ce que font les hommes politiques. Et pour moi, dans la vie, il y a un principe, c'est la cohérence entre la pensée et l'action. Et qu'on ne peut pas dire quelque chose et faire autre chose. Et donc j'avais observé ça, surtout c'est les hommes politiques et les femmes politiques de niveau national, que souvent le discours était un peu décalé, voire même très décalé, par rapport aux actes. Et pour moi, ça c'est impossible. Donc faire de la politique dans ces conditions-là, non. Mais il se trouve qu'en 2017, quand je me suis présenté aux élections législatives, j'ai fait la connaissance de Rafik Smati, qui est le président d'Objectif France, candidat à la présidentielle, vous venez de le dire. Et je me suis dit que cet homme et ce qu'il portait n'avaient rien à voir avec le mode de fonctionnement des partis politiques traditionnels. Et donc, je me suis dit qu'il y avait peut-être un créneau pour proposer aux Français une autre manière de faire de la politique, avec une autre approche, avec une vision, et avec des personnes comme lui, comme moi, et comme tant d'autres qui nous accompagnent, qui n'ont pas besoin de la politique pour vivre, et qui font de la politique un engagement personnel pour servir notre pays. C'est ça la différence. C'est pour ça que j'ai suivi Rafik Smati, qu'aujourd'hui je suis son directeur de campagne, parce que c'est une autre conception de la politique. Et alors, pour vous, donc les élections présidentielles et législatives approchent à grands pas. La plupart des candidats à la présidentielle sont désormais connus, même si le chef de l'État n'a pas encore expliqué s'il serait candidat à sa propre succession ou non. Quels seront, selon vous, les grands enjeux de ces élections et les principaux défis auxquels la France et le futur chef de l'État sera confronté dès les premiers mois de son mandat? Alors, les grands enjeux de ces élections, il y en a un qui est essentiel et qui dépasse même les élections, c'est que nous devons absolument, dans notre pays, rétablir la confiance entre les Français et ceux qui dirigent notre pays.
parce que cette fracture est énorme. J'ai l'impression parfois que les hommes politiques de métier, entre guillemets, ne s'en rendent pas compte. Moi qui suis sur le terrain quasiment tous les jours en ce moment, eh bien, je me rends compte de cette fracture-là. Et renouer la confiance avec les Français, ça sera très compliqué et je pense que c'est un des enjeux majeurs des années qui viennent. Après, sur le plan, j'allais dire, purement politique, je crois que les Français attendent de leurs dirigeants qu'ils aient une vision, qu'ils aient un projet et qu'ils s'engagent de manière sincère pour un projet. Or, je pense que dans notre débat public, depuis bien longtemps, la sincérité a disparu. Notre politique se décline uniquement par slogan. Nous travaillons sur le projet à Objectif France depuis 4 ans. Je ne pense pas qu'aucun autre parti politique n'a travaillé, autant que nous avons travaillé, avec près de 150 spécialistes de tous les domaines, sur un projet sérieux. Les Français attendent ça. Ils attendent un projet sérieux. Ils attendent des gens qui s'engagent, qui sont sincères et qui feront ce qu'ils ont dit. Ça, c'était extrêmement important. Alors, sur les grands enjeux, je pense qu'il y en a un qui est extrêmement important, c'est qu'il faut cesser de brider en permanence les Français. D'abord, il faut les écouter, et ensuite, il faut cesser de les brider. Cesser de les brider comment ? Eh bien, il faut d'abord que l'État se recentre sur ses propres missions et sur ses missions régaliennes, qui sont la sécurité, la défense, l'éducation, la santé, enfin, ces missions régaliennes, et qu'il ne s'occupe plus du reste, qu'il donne évidemment des impulsions, qu'il donne des grandes directives, un cadre général, parce que l'État est là pour ça, mais qu'il ne s'occupe pas de tout. Aujourd'hui, il s'occupe de tout. Il s'occupe d'économie, il va des fois dans le détail d'un certain nombre de choses, mais laissons, sur le plan économique notamment, laissons les entrepreneurs. Laissons les entrepreneurs faire et arrêtons de leur mettre des contraintes permanentes, des contraintes en termes de normes juridiques et des contraintes en termes de fiscalité. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes le pays dans lequel la fiscalité est la plus confiscatoire de l'ensemble j'allais dire, de l'Europe, voire même au-delà. Donc ça, c'est un enjeu. C'est-à-dire que l'État doit se recentrer sur ses missions et il doit laisser la main libre, en faisant son rôle de régulation, bien entendu, aux entrepreneurs. Parce que c'est eux qui produisent de la richesse, c'est eux qui produisent des emplois, c'est eux qui peuvent faire avancer la France. Ce n'est pas l'administration française, ce n'est pas la classe politique qui va faire avancer la France. Elle doit simplement veiller à ce que chacun trouve sa place dans notre société. Or, ce n'est pas ce que fait l'État. Et puis, il y a un très grand enjeu de demain, c'est de préparer l'avenir. Moi, je suis extrêmement surpris de voir qu'il n'y a aucun débat sur notre jeunesse et sur ce qu'elle attend. Ils sont complètement absents. Il n'y a aucun débat sur ce que nous voulons et qui découle des décisions qui ont été prises, par exemple, par la Commission européenne sur, je prends un exemple, l'arrêt de la production des moteurs à explosion en 2035. Il y a un enjeu énergétique énorme. Le président de la République vient de se réveiller et de dire qu'on allait construire des EPR. Il a commencé par 6 et puis il dit maintenant 6 plus 8. Enfin, tout ça n'est pas très sérieux. Manifestement, il n'y a pas de vision globale. Nous avons un vrai sujet de transition énergétique dans notre pays parce qu'en 2035, les besoins en énergie, en électricité seront tels qu'aujourd'hui, nous savons que nous ne serons pas en capacité d'y faire face. Donc, c'est une question aussi de souveraineté. La souveraineté énergétique est une question de fond. On ne peut pas dépendre des autres pour ça. Et moi je considère, nous considérons d'ailleurs, nous sommes très nombreux à le considérer, à Objectif France tout particulièrement, que l'énergie nucléaire est une énergie décarbonée et que par conséquent, elle participe à l'amélioration de notre planète et des conditions de vie dans notre planète. Nous sommes victimes des dogmes depuis un certain nombre d'années, des écolos là-dessus. C'est insupportable. Nous sommes des écolos. Moi, je suis un écolo, vraiment. Mais je ne suis pas un écolo dogmatique. Je ne veux pas punir les gens parce qu'ils font pas ci ou parce qu'ils font pas ça. Je veux simplement qu'on prépare l'avenir et qu'on le prépare intelligemment en essayant de faire en sorte de laisser à nos enfants une planète qui est un peu plus en ordre que celle qu'on a reçue. Et pour l'instant, on n'y est pas. Donc ça aussi, c'est un grand enjeu. Mais je pense que le vrai enjeu aujourd'hui de notre pays, c'est de rétablir la confiance entre ceux qui sont appelés à prendre des décisions
pour l'ensemble de la population française et les Français qui sont en attente. Ils sont en attente depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et tout ce qu'on a vu pendant la crise des Gilets jaunes, pendant la crise sanitaire, on voit bien que les Français attendent quelque chose et que la classe politique traditionnelle, aujourd'hui, n'est pas en mesure de le leur apporter. Et alors, vous avez évoqué avec Rafik Smati, président du mouvement Objectif France, la nécessité de renouer avec l'audace aussi et de restaurer l'ordre et l'autorité. Et vous parlez d'un ordre bienveillant qui permet à chacun d'exercer son libre arbitre dans les limites du contrat social. Alors, vous avez également parlé du besoin de proposer un projet fédérateur, capable de dépasser les divisions partisanes, de s'inscrire dans le temps long et de rassembler tous les Français, quelle que soit leur origine ou leurs conditions sociales. Quels sont les principaux piliers sur lesquels s'appuie le projet justement porté par Rafik Smati et le mouvement Objectif France pour redonner foi en l'avenir et parvenir à rassembler tous les Français? Alors je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est dresser un constat lucide de l'état de notre société. Et il est vrai que de ce point de vue-là, Éric Zemmour pose un constat sur l'état de notre société qui est relativement proche de la réalité et on est très nombreux à le partager, même si nous ne sommes pas d'accord ensuite avec les solutions et la méthode qu'il adopte. Mais sur le constat, c'est extrêmement important. À partir de ce constat, il faut construire. Moi, je constate, et le métier d'officier de gendarmerie est un métier absolument extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'il place les responsables de la gendarmerie, quels qu'ils soient, au cœur de la société. Et donc, nous vivons au quotidien avec les Français et avec les élus locaux les difficultés. Et nous contribuons, la gendarmerie contribue, comme la police dans les zones urbaines, mais nous, dans la ruralité, entre autres, et la périurbanité, nous contribuons à régler toutes ces difficultés, toutes ces crises qui sont rencontrées. Donc, nous sommes des témoins. Les gendarmes sont des témoins de la société d'aujourd'hui. Donc, moi, ça fait 35 ans que je vois cette société se dégrader. C'est pour ça que j'ai envie de bouger et j'ai envie de faire quelque chose. Je vois que les Français, la condition des Français pour les plus pauvres, pour les plus précaires, qui se dégrade. Et je me dis que, il va falloir qu'on fasse quelque chose pour eux. Et les Français attendent beaucoup de l'État. Parfois trop. Parfois trop. Et l'État, parfois, donne trop et dans le désordre à certains de nos concitoyens. C'est pour cela qu'il faut revenir à l'ordre. Mais quand on dit... C'est étonnant, parce que dans notre pays, quand un militaire dit qu'il faut remettre de l'ordre, on pense tout de suite à l'ordre, mais l'ordre de manière arbitraire, brutale, violent. Ça n'a aucun sens. Ce sont des poncifs d'il y a 40 ans. Aujourd'hui, les militaires, ce sont des dépositaires de la violence et les gendarmes et les policiers au quotidien. Et ils en font un usage tout à fait raisonnable, tout à fait raisonné. Et je suis toujours très étonné de ces, de ces raccourcis qui sont faits. L'ordre peut être rétabli de manière intelligente, bienveillante, mesurée. C'est ça. C'est de ça dont il s'agit. Ce qui n'exclut pas la fermeté. Ce qui n'exclut pas la fermeté. Parce qu'il faut être ferme. Mais ferme au bon moment. Parce que être fort avec les faibles, c'est très facile. C'est très facile. Il faut être ferme avec tout le monde. Pas fort avec les faibles, parce que ceux qui sont forts avec les faibles sont en règle générale faibles avec les forts. Ça, c'est trop facile. Tout le monde sait faire ça. Non. Il faut rétablir l'ordre dans notre pays parce qu'il y a de millions de nos concitoyens qui attendent que l'État fasse son travail. Je pense en particulier à toutes les cités, toutes les zones dans lesquelles règne une certaine insécurité, où ce sont les trafics et les caïds qui règnent, et dans lesquelles, ces zones dans lesquelles l'État va un peu moins souvent qu'elle devrait y aller. Donc, si vous voulez, on a une vraie difficulté de ce point de vue-là parce que l'État n'assume pas. Donc, il faut aller mettre de l'ordre là où il faut en mettre, mais partout. Je veux dire, sur le plan de la sécurité, mais dans tous les autres domaines. Pardon, mais à l'école, il faut aussi remettre de l'ordre. Je suis extrêmement choqué que depuis des années, on laisse les enseignants confrontés à de la violence quotidienne dans leur classe, sans intervenir et sans leur donner les moyens de réagir. Et on les abandonne à leur propre sort. Quelle est aujourd'hui la réaction, j'allais dire, de la hiérarchie de l'éducation nationale lorsque des
des enseignants sont confrontés à cette violence, mais qui est quotidienne. Elle est quasiment nulle. Quasiment nulle. Voilà, donc c'est ça, remettre de l'ordre. C'est ça, faire en sorte que ceux qui sont en difficulté et qui subissent des situations qui sont anormales puissent revenir dans une situation à peu près normale. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, j'allais évoquer tout à l'heure, c'est que nous devons faire en sorte que chacun soit à sa place dans notre société. L'État a sa place, l'entreprise a sa place, l'administration a sa place. L'administration doit aider les Français. Elle doit être au service des Français. Elle ne doit pas les agacer en permanence en leur demandant des tas de choses et en faisant encore de la norme et en leur demandant de produire des papiers, de produire... Non, elle est au service des citoyens. L'administration est au service des entreprises. Elle ne doit pas multiplier les obstacles pour que les entrepreneurs puissent donner libre cours à leur talent. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ça le vrai sujet. Et des fois, le diable se niche dans les détails. Il faut parfois aller dans le détail. Et c'est ce que nous avons fait avec Objectif France, parce que nous avons dépioté toutes les politiques publiques depuis 4 ans, en se disant où est-ce qu'on doit faire effort, où est-ce qu'on doit abandonner les choses, où est-ce que nous devons diminuer le nombre de fonctionnaires en back-office, c'est-à-dire qui sont derrière, qui ne sont pas au contact direct des concitoyens, pour enlever ces fonctionnaires des endroits ou dans les bureaux dans lesquels ils travaillent, pour les mettre au service des Français, directement au service des Français. Parce que c'est ça dont la France a besoin. C'est des fonctionnaires, un service public qui soit au service des Français. Moi, je suis très défenseur des fonctionnaires et du service public, mais à partir du moment où il est de qualité et qu'il rend le service qu'on attend aux Français. Donc quand on aura fait ce travail-là, ça sera super. Et puis le dernier volet, je l'ai dit, c'est préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Nous ne pouvons pas laisser notre planète dans l'état où elle se trouve. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, en regardant toutes ces questions de transition énergétique, j'allais dire, de préservation de nos ressources naturelles, comme ça, de loin. Ce n'est pas possible. On a des problèmes avec l'électricité, on a des problèmes dans la gestion de l'eau, parce que là aussi, notamment dans les zones urbaines, ça ne pose pas de difficulté, c'est assez bien organisé, mais dans les zones rurales, en termes de réseau, en termes d'organisation, de fournisseurs d'énergie et d'eau, c'est un vrai sujet de fond dont personne ne parle, mais qui, nous, est au centre de nos préoccupations. Parce qu'il y a 50% de la population qui vit aujourd'hui dans la France périphérique. On ne peut pas les laisser sans rien, ce n'est pas possible. Ils demandent, ils doivent obtenir parce que ce sont des Français au même titre que ceux qui sont dans les zones urbaines. Et j'ai ces discussions avec les maires tous les jours des zones rurales. Nous devons écouter les Français qui sont en difficulté et toute cette écoute et la réponse à leurs aspirations, c'est au cœur du projet d'Objectif France. Alors, ces cinq dernières années ont été marquées aussi justement par une forme de colère sociale qui a pu s'exprimer à plusieurs reprises, notamment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, parmi les Gilets jaunes en 2018. Plus récemment, on a eu aussi une forme de colère qui s'est manifestée à travers les manifestations contre le pass sanitaire ou certaines mesures qui ont été prises pour lutter contre l'épidémie. Alors, on a eu des fortes tensions, notamment dans les Outre-mer, un endroit que vous connaissez bien puisque vous y avez été en poste pendant plusieurs années. Une colère donc motivée pour des raisons diverses, mais qui semble révéler un malaise profond et une souffrance du Parti des Français, qui s'estime effectivement incompris, délaissé, voire parfois même méprisé par leurs responsables politiques. Quelles peuvent être selon vous les conséquences de cette colère si ceux qui la portent continuent d'estimer qu'ils ne sont pas entendus ? C'est difficile de répondre à cette question parce que c'est un peu prédire l'avenir. Et je ne nie pas dans le mar de café et je ne sais pas faire ça. Ce n'est pas prédire l'avenir. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une partie de la population française qui est en souffrance pour de multiples raisons. Parfois à juste titre. Et parfois, quand on regarde les choses de plus près, un peu moins à juste titre. Mais parce que finalement, notre pays est un pays de cocagne. Vraiment, il faut le dire. Je ne nie pas les difficultés. Mais quand on compare le mode de vie, le niveau de vie moyen de notre pays avec certains autres pays, franchement, quand on fait ces comparaisons-là, on n'a pas à rougir. Mais pour autant, il faut répondre à la souffrance de certains Français et à leurs aspirations. Mais il faut leur répondre de manière sincère et juste. Et pour cela, il faut d'abord les écouter.
C'est juste ce qui ne s'est pas passé pour les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, si le pouvoir politique avait, en temps et heure, pris les décisions qu'il devait prendre après avoir écouté ceux qui réclamaient quelque chose, je pense que ça nous aurait coûté 10 fois moins cher. Et que ça aurait évité de mettre la panique dans les plus grandes villes de France pendant des week-ends, pendant tous les week-ends, durant des mois et des mois. Ça, l'État aussi est responsable de la tranquillité publique. Vraiment. Et à un moment donné, c'est un choix. Il faut avoir un peu de courage et se dire que le moment de la décision est un moment important. Et le moment de la décision, il ne peut pas se faire par pourrissement de la situation. Et c'est ce qui s'est passé pour les Gilets jaunes. Et je regrette parce qu'on aurait pu éviter beaucoup de difficultés. Parce que ceux qui ont été frappés par la crise des Gilets jaunes, notamment certains commerçants dans les grandes villes, ensuite ils ont été à nouveau frappés par la crise sanitaire. Donc à un moment donné, il faut prendre des décisions. Et il faut les prendre sur la base du diagnostic qu'on fait de l'état de la société. Et hélas, je crains que dans les premières années du mandat d'Emmanuel Macron, ce diagnostic sur l'état de la société n'ait pas été fait. Pour autant, il ne faut pas toujours tout donner. Et il faut arrêter de traiter les Français comme des assistés. Je suis assez surpris parfois sur le terrain de voir qu'il y a une frange de la population qui mériterait d'être aidée et qui en réalité ne bénéficie de rien, ou quasiment pas. Donc je ne suis pas sûr qu'en réalité notre système social, de manière générale, atteigne véritablement ceux qui en auraient besoin. Voilà, je me pose cette question. Je n'ai pas de réponse absolue, mais je pense qu'il faut remettre les choses sur la table et regarder comment on peut rééquilibrer les choses. Moi, je suis assez choqué dans notre pays que, par exemple, plus d'un Français sur deux ne paye pas d'impôt sur le revenu. Parce que l'impôt sur le revenu et la contribution à l'effort collectif, même si c'est symbolique, même si c'est 10 €, c'est important. Parce qu'on ne peut pas, dans une société, tout recevoir et jamais rien donner. Donc, là déjà, pour moi, il y a des verrous qu'il faut faire sauter. C'est très important, en fait, ça. Et quand on aura fait sauter ces verrous et qu'on aura expliqué aux Français, y compris dans le système éducatif, que nous avons une histoire commune, nous avons un avenir à construire ensemble, et que, quel que soit l'endroit d'où on vient, quelle que soit sa religion, quelle que soit son origine sociale, on a un roman, un récit national à construire ensemble, eh bien je crois qu'il faut tirer tout le monde vers le haut. Il ne s'agit pas de fracturer la société, il ne s'agit pas de diviser les Français. Or je vois que souvent, hélas, le discours politique a tendance à diviser les Français. Ben, ce n'est pas notre vision des choses à nous. Nous pensons qu'on peut sortir de cette souffrance des Français, de ces aspirations, en leur tenant un discours de vérité et en leur proposant de construire un avenir commun, parfois qui ne sera pas rose, parce que ça ne va pas être toujours très simple, mais en étant sincère, en étant lucide, en disant les choses telles qu'elles sont, mais pas en racontant des fariboles. Or, on nous raconte des fariboles depuis un certain nombre d'années, depuis une quarantaine d'années environ. C'est d'ailleurs ce qui a entraîné le discrédit complet des partis politiques et qui aussi a favorisé l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. Ah bon, après, il se trouve que les choses ne se sont pas passées comme il l'aurait souhaité probablement. Mais en tout cas, je pense que cette aspiration de toute la population française vers le haut, avec un grand projet de société, avec une vision et avec un discours, j'allais dire, honnête et sincère, c'est ça que les Français attendent. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas. Et je pense que si on leur donne ça, et si on prouve par les actes concrets qu'on fait ce qu'on a dit, je pense que les choses changeront. Ça va prendre du temps. Parce que autant la confiance peut se défaire en 3 coups de cuillère à peau, autant pour la reconstruire, ça prend du temps. Défaire, c'est toujours très simple. Reconstruire, c'est toujours très compliqué. Alors, quelles sont les valeurs qu'il faudrait, selon vous, promouvoir pour justement refaire société et puis réenchanter, ce que vous disiez, notre roman national et fédérer les Français justement et leur donner de l'espoir pour aller de l'avant?
Alors, je pense que là, il y a une première chose qui est très importante. Le socle du contrat social, c'est d'assurer à tous les Français la sécurité et le droit à pouvoir vivre leur vie comme ils le souhaitent, avec évidemment le respect des contraintes collectives, bien entendu. Mais ça, c'est important. La première des choses, c'est d'assurer la sécurité dans tous les points du territoire. Et la deuxième chose, c'est de permettre à la justice de notre pays de s'exercer dans les meilleures conditions possibles. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Et depuis bien longtemps. Il y a une défiance des Français vis-à-vis du système judiciaire. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Le Français, quel qu'il soit, quel que soit l'endroit où il habite, il doit avoir confiance dans la justice et il doit être convaincu que si d'aventure il arrive quelque chose, il obtiendra justice dans des délais qui sont compatibles avec, j'allais dire, le mouvement de notre société, parce que tout va très vite dans nos sociétés. Alors évidemment, on ne peut pas rendre la justice dans le même temps qu'on produit des informations sur les grandes chaînes d'information continue. Ça n'est pas possible. Ça, c'est clair. Mais pour autant, entre l'immédiateté et les délais que nous connaissons aujourd'hui pour rendre la justice, il y a un juste milieu que nous devons trouver. Donc nous avons travaillé là-dessus. Parce qu'il se trouve que pendant 35 ans de ma vie, j'ai travaillé au contact de la justice, donc je sais comment elle fonctionne. Et je sais de quels moyens elle a été privée pendant des dizaines d'années. Et donc, il faut que nous revoyions notre mode de fonctionnement. Il faut que nous revoyions le traitement des victimes. Il faut que nous revoyions même la conception de la peine et la manière dont nous privons nos concitoyens qui sont rendus coupables de certains délits ou de certains crimes, dont nous les privons de liberté. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, avec ces établissements pénitentiaires dans l'état où ils sont, et de traiter tous les délinquants de la même manière dans les mêmes établissements pénitentiaires. Tout ça n'est pas possible. Lorsque nous aurons fait ce travail de fond, parce qu'il faut aussi revoir notre code pénal, parce que je considère, et nous sommes très nombreux aujourd'hui, parce que les praticiens du droit, les praticiens de la justice et de la sécurité, savent bien que mettre quelqu'un en prison, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. Ça n'a aucun sens. Il vaut mieux des peines alternatives intelligentes. Et nous luttons, nous préconisons de revenir, pas de revenir, mais de venir à des peines financières. Je ne parle pas d'amende, des peines financières. C'est-à-dire que quand vous avez des individus qui sont rendus coupables des délits financiers, d'escroquerie, de vol, de trafic, etc. La meilleure peine, ce n'est pas de les envoyer en prison. La meilleure peine, c'est de tout saisir, de tout confisquer, ce qu'ils ont obtenu de manière frauduleuse, ce qui permettra de donner l'exemple et de montrer aux citoyens français qu'on ne peut pas vivre de la malhonnêteté, parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est quand ils vont en prison et quand ils ressortent, ils continuent de bénéficier de ce qu'ils ont mis de côté, et ils se sont organisés pour faire en sorte que ce ne soit pas... Mais aujourd'hui, on sait faire, il n'y a pas de difficulté. On sait retrouver ce qui a été acquis indûment, voiture, appartement, enfin tout ça. Donc, la vraie solution, c'est ça. C'est de tout leur prendre pour montrer aux Français qu'on ne peut pas vivre de la malhonnêteté. Ça permettra d'abord, de pouvoir indemniser les victimes correctement, de pouvoir les traiter correctement, et puis de faire en sorte que ce soit exemplaire. C'est-à-dire que moi je crois à l'exemplarité de la peine. Or, la prison n'est plus exemplaire aujourd'hui, compte tenu des circonstances dans lesquelles on emprisonne un certain nombre de Français. Donc, vous voyez, ça, ce sont des sujets de fond. Donc, vous voyez, je suis parti du sujet de la justice et de la confiance des Français dans la justice pour arriver à des solutions concrètes qui sont de montrer aux Français que finalement, le petit jeune qui a 30 ans, qui roule dans une voiture à 150 000 € alors qu'il n'a quasiment aucun travail, on se dit, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Eh bien voilà, la solution, je viens de vous la donner. C'est comme ça que nous allons rétablir la confiance entre l'État, la justice et les Français. Quand nous aurons fait ce travail-là, et qu'on permettra à la justice, avec des moyens supplémentaires, de rendre ces décisions dans des délais acceptables, eh bien je crois qu'on aura déjà fait un grand pas, un très grand pas. Ça commence par ça. Voilà, donc ça c'est pour moi le socle. Si on ne commence pas par ça, et si on ne commence pas à donner à la police et à la justice, la police, gendarmerie, les forces de sécurité et la justice,
un grand plan, une grande loi de programmation qui permette sur 5 ans de remettre les choses en place, si on ne fait pas ça dès que le prochain pouvoir sera en place, ben je pense que, hélas, le signal que l'on va donner aux Français ne sera pas le bon. Alors peut-être un mot aussi sur l'éducation, un sujet dont vous aviez parlé notamment dans une tribune publiée l'été dernier et où vous insistiez sur le fait que l'école n'est aujourd'hui plus un sanctuaire comme elle pouvait encore l'être il y a une trentaine d'années. Vous aviez aussi parlé du délitement des valeurs transmises par l'école, notamment la transmission des savoirs, de la connaissance et des savoir-être. Alors comment faire en fait pour garantir un socle commun et finalement perpétuer l'héritage de ceux qui nous ont précédés, le transmettre aux nouvelles générations? Bon, écoutez, moi je pense qu'il y a une culture française, qu'il faut la respecter, qu'il faut la cultiver, qu'il faut la transmettre. Et ça commence par l'école. Donc l'école doit être un lieu dans lequel la transmission du savoir, la transmission de nos racines, qui sont des racines chrétiennes, qui sont des racines celtes, qui sont des racines diverses, y compris dans les territoires que nous connaissons de notre pays. Il y a beaucoup de régions qui ont des cultures un peu différentes. Moi, je viens du Pays Basque avec une culture particulière. Il y a la Bretagne, il y a l'Alsace, et puis il y a les Outre-mer. Ça aussi, c'est partie intégrante de notre culture. C'est cette alchimie qui fait le génie français. Et nous devons entretenir ça. Nous avons des auteurs extraordinaires, nous avons des savants, nous avons des chercheurs. Tout cela, nous avons un patrimoine culinaire. Nous avons tout ça, mais ça appartient à la France. Ça nous appartient à tous. Nous avons le devoir d'entretenir tout cela et de le transmettre aux générations qui viennent. Et ça commence par l'école, bien entendu. Hélas, je ne suis pas sûr que l'école aujourd'hui remplisse la mission pour laquelle elle a été faite. Moi, je suis un très grand défenseur de l'école publique, mais je suis aussi un défenseur de l'école en règle générale. Et lorsque l'école publique n'est pas en mesure de faire face, il y a un enseignement privé qui fonctionne très bien, sous contrat, qui ne pose aucune difficulté. Et de ce point de vue-là, moi, je n'ai pas de dogme. Voyez-vous, j'ai fait toute ma scolarité dans l'école privée et mes enfants ont été à l'école publique. Donc oui, il n'y a pas de dogme. Il se trouve que je pense qu'il faut être pragmatique. Il faut simplement faire en sorte que les endroits où nous mettons nos enfants soient des endroits dans lesquels on leur transmet ce qui est notre patrimoine commun et qu'on les prépare à la vie d'adulte. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'école assume véritablement cette mission. Il faut leur donner toutes les bases du savoir, toutes les bases de la connaissance. Il faut essayer d'aiguiser leur esprit critique, de leur donner un esprit d'analyse et de faire en sorte qu'ils aient une vision globale de notre vie, de notre pays. Et il faut leur apprendre un certain nombre de valeurs. La liberté, l'égalité, la fraternité, dont on ne parle peut-être pas suffisamment à l'école. Je crois, moi je suis favorable, et je l'ai écrit au moment de la dernière campagne présidentielle, je suis favorable au parcours citoyen. C'est-à-dire qu'on commence à inculquer dès l'école primaire aux enfants quelle est notre société, comment elle fonctionne, quelles sont les valeurs, un peu d'éducation, ce qu'on appelait autrefois l'éducation civique. Et puis que tout ça soit décliné jusqu'à la terminale et jusqu'à un service national, moi que j'appelle de mes voeux, un service national obligatoire. Je ne parle pas de service militaire, mais de service national, c'est-à-dire de faire en sorte qu'au sein de l'école, en plus des connaissances qu'on leur donne, on leur donne une culture citoyenne, parce que c'est très important. Très important, parce que c'est comme ça aujourd'hui qu'on construit les citoyens de demain. Des gens qui seront appelés à voter, à participer au débat public, à participer aux décisions qui sont prises. Or, je constate aujourd'hui que plus d'un Français sur deux ne vont plus aux urnes. Pour les raisons que j'ai évoquées tout à l'heure, parce qu'il n'y a plus de confiance et qu'ils sont dégoûtés du système politique. Mais les hommes politiques et les femmes politiques d'aujourd'hui et d'hier ont une responsabilité. Et donc, je crois qu'il faut que nous éduquions la jeunesse dès le premier âge pour faire en sorte que tout ça, toutes ces valeurs,
de liberté, d'égalité, de fraternité, des sacrifices que nos anciens, que nos aïeux ont consentis pour notre pays, notamment dans des guerres, pour assurer notre liberté. Tout ça, ça doit se transmettre. Ça fait partie de ce que nous sommes. Ça fait partie de ce que nous devons transmettre à nos enfants. Et je crois que nous ne le faisons pas suffisamment. Donc ça, c'est extrêmement important. Et donc, ça permettra peut-être que les enfants de demain soient plus nombreux à aller voter. Mais il faut aussi rétablir cette confiance, j'allais dire, ces valeurs-là, à travers nos institutions. Nos institutions aujourd'hui sont défaillantes. Qu'est-ce qu'attendent les Français? Qu'est-ce qu'attendent les jeunes? En particulier, mais les Français. Qu'on les écoute et qu'ils puissent de mieux en mieux participer à la vie et au débat démocratique. Je regrette que le président de la République n'ait pas tenu la promesse qu'il a faite quand il est arrivé au pouvoir, par exemple, d'introduire de la proportionnelle aux élections législatives, qui permettent de représenter au mieux à l'Assemblée nationale toutes les opinions politiques de notre pays. Il ne l'a pas fait. Je regrette, et ça fait partie des choses que nous portons, et moi que je portais quand j'étais candidat aux législatives en 2017, qu'on ne reconnaisse pas dans notre pays le vote blanc. Pourquoi? Parce que vous avez des Français qui se déplacent aux élections, qui vont voter, et qui vont dire, par le vote blanc, je ne reconnais pas les candidats qui se présentent et je considère que l'offre politique qui m'est faite ne me convient pas. Donc ils se déplacent, ils votent, et on leur dit, in fine, non mais finalement vous êtes déplacés pour voter, mais ce que vous avez mis dans l'urne ne compte pas. Donc vous ne comptez pas. Mais c'est du mépris. C'est véritablement un mépris pour tous ces citoyens qui se déplacent pour exprimer leur mécontentement. Il faut le prendre en compte. Parce que je pense que dès lors qu'on l'aura pris en compte, eh bien, vous aurez plus de personnes qui se rendront aux urnes. Parce qu'ils diront, tiens, je peux faire ça et mon bulletin ne sera pas envoyé à la poubelle. Donc ça, vous voyez, ça c'est un signal qu'il faut envoyer aux Français. Mais évidemment, c'est un signal qui ne plaît pas aux hommes politiques qui sont dans le système. Parce que, véritablement, c'est peut-être, ça va peut-être sonner le glas de leur existence politique. Et donc forcément, ils n'y sont pas favorables. Ben, nous y sommes favorables parce que je crois qu'il faut qu'il y ait avec les Français cette confiance-là et puis qu'ils puissent dire ben, nous on n'est pas d'accord et tous les candidats qui sont présentés, ben, ils ne nous conviennent pas. Et donc dès lors qu'il y aura un vote blanc, là il faut le regarder avec des spécialistes, avec des constitutionnalistes, avec des professionnels du droit, dire si le vote blanc arrive à un certain seuil, quelles conséquences ça a sur l'élection à laquelle le vote blanc arrive en tête, par exemple. Ça, c'est extrêmement important. Je pense que l'avenir de la démocratie est là. Là, et dans les consultations populaires, comme le référendum d'initiative citoyenne. Si nous ne mettons pas ça en place dès le prochain quinquennat, je pense que la rupture avec les Français sera consommée et quasiment définitive. Je pense que nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Alors, vous aviez été séduit par Emmanuel Macron dans un premier temps en 2017. Vous aviez même envisagé de le soutenir pendant sa campagne avant de vous raviser. Quel regard vous portez sur les 5 années qui viennent de s'écouler et sur le bilan du chef de l'État? Pour être très précis, ce que j'ai fait pour Emmanuel Macron au moment de la présidentielle de 2017, je l'aurais fait pour n'importe quel autre candidat. Parce que moi, je l'ai dit en commençant cet entretien, le fil conducteur de ma vie, c'est servir mon pays. Et à partir du moment où un candidat pose des questions sur ma compétence, sur mon expertise, qui ne m'appartient pas, moi je suis un pur produit de la République, au nom de quoi je dirais non. Donc j'ai pensé qu'il était normal que je fasse profiter son équipe de ce que je savais. Et donc j'ai répondu à leurs attentes. C'est tout. Mais après, j'ai bien vu comment ça se passait, j'ai bien vu comment ça fonctionnait. Et j'ai bien vu que, contrairement à ce qui m'avait été dit, on n'allait pas faire de la politique avec du neuf, puisque tous les anciens du gouvernement précédent ont rallié Emmanuel Macron. Donc moi, quand on me dit on va faire de la politique autrement et on va briser avec les habitudes et on va faire de la politique avec du neuf et que je vois que ce n'est pas le cas, ben j'en tire les conclusions immédiates.
Parce que moi, je dis ce que je fais, toujours. Et je fais ce que je dis. Voilà. Et donc, mais ça ne m'a pas empêché de continuer à aider certains ministres pendant le quinquennat quand ils sont venus me consulter sur des sujets que je maîtrise. Ça ne me pose aucune difficulté de donner mon avis. Après, ils en font ce qu'ils veulent, mais je le donne. Parce que je pense que c'est normal. Si l'on est un serviteur de l'État et si on est un citoyen responsable, quand un responsable politique, quel qu'il soit, même si on n'est pas d'accord avec lui, vient poser une question sur une matière que l'on maîtrise, si on ne donne pas la réponse ou si on donne une réponse politicienne pour prendre le contre-pied, etc., c'est nul. C'est comme ça qu'on détruit la démocratie. Moi, je suis contre ça. Toujours. Je l'ai toujours été et je serai toujours contre. Quand à l'Assemblée nationale, des députés vont contre un projet dont ils savent que c'est un projet qui est dans l'intérêt général et qu'il faudrait voter pour et qu'ils votent contre par discipline politique, c'est ridicule. Et c'est exactement ce dont les Français ne veulent plus et c'est exactement la voie dans laquelle nous nous sommes engagés parce que nous ne ferons jamais un truc pareil. Ça n'est pas possible. C'est ce qui tue notre démocratie. Donc ça, c'est la première des choses que je veux dire parce que je pense que c'est essentiel. Je pense que c'est fondamental. Et c'est ce qui nous différencie, nous, qui ne sommes pas des hommes politiques de métier. Parce que nous avons une vision qui n'est pas une vision politicienne. Nous avons une vision qui est une vision utile au pays. Chaque fois que je vois un sujet ou que je prends position sur un sujet, je me dis, est-ce que ce que je vais dire va être utile à notre pays? Oui ou non? Si c'est utile, je m'exprime. Si je considère que ce n'est pas utile, je ne m'exprime pas. Parce que les hommes politiques, aujourd'hui, hélas, s'expriment pour exister. Moi, ça n'a pas de sujet. Moi, j'ai déjà existé. J'ai eu des responsabilités importantes dans notre pays. Je n'ai pas ce sujet-là. Je n'ai pas besoin d'exister. Si je m'exprime et si je prends position pour l'un ou pour l'autre, c'est parce que je considère que c'est utile. Utile pour notre pays. Utile pour les Français. C'est ça la différence. Elle est là. Et elle est importante. Elle est très importante. Voilà. Alors après, si vous voulez, tout découle de ça. Tout découle de ça. C'est cohérent. Il faut que les choses soient cohérentes. Donc notre manière, j'allais dire, d'aborder les choses, ça sera toujours la même et ça ne changera pas. Parce que nous avons une devise. C'est constance et circonstance. Constance parce qu'on ne peut pas louvoyer en permanence. Et circonstance parce qu'évidemment, il faut s'adapter aux circonstances. Il ne faut pas être idiot. Notre vie moderne existe, évolue à une telle vitesse que si on ne prend pas en compte les circonstances, on est fou. On est fou. Mais en revanche, tout en s'adaptant aux circonstances, il faut garder le cap. Et c'est un équilibre extrêmement difficile à trouver. C'est Pierre de Villiers qui a écrit ce bouquin-là. L'équilibre est un courage. Oui, l'équilibre est un courage. C'est une certitude. Et moi, je l'ai vécu pendant les 35 ans de ma vie professionnelle et je le vis encore aujourd'hui dans le monde politique. Il faut avoir le courage de l'équilibre. Voilà. Il faut avoir surtout le courage de ses opinions et les assumer jusqu'au bout. Mais je suis sûr que je n'ai pas complètement répondu à votre question. Oui, la question portait sur le bilan des 5 ans d'Emmanuel Macron à la tête de l'État français. Le bilan du quinquennat. Très compliqué. Très compliqué. Alors moi, je ne suis pas un juge et je ne suis pas un censeur. Et je m'abstiendrai de ce genre de comportement. Ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017. Premier constat, très mal entouré. Je le savais puisque je l'ai constaté. Donc, je n'ai pas été surpris. Et il a bénéficié de circonstances malheureuses. Franchement. La crise des Gilets jaunes, où malheureusement ils ont été tétanisés et n'ont pas su prendre les bonnes décisions au bon moment. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et puis ensuite, il y a eu la crise sanitaire. La question que je me pose, parce que moi je suis un homme responsable, qui à leur place, qui à sa place aurait fait mieux? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas été placé dans les conditions les plus favorables pour exercer son mandat comme il aurait souhaité l'exercer. Et puis il y a eu des petites affaires, l'affaire Benalla, etc., qui ont entamé la confiance que les Français avaient. Donc c'est vrai que ça a été très compliqué et il a été desservi par des circonstances vraiment défavorables. Donc je ne porte pas de jugement, c'est juste un constat. Après,
je reviens sur la gestion de la crise, ou la gestion des crises. Et je le dis comme je le pense. Les hommes politiques et les femmes politiques ne sont pas faits. Alors, les hommes et les femmes politiques, j'allais dire des partis traditionnels. Ce qu'on a vu émerger ces 40 dernières années de tous les grands partis, Parti socialiste, Parti communiste, les républicains, UMP, enfin, etc., tout ça, l'UDI, enfin, tout ça. Les hommes et les femmes politiques issus des partis traditionnels ne sont pas faits pour gérer des crises, ils ne le savent pas et ils ne le sauront jamais. Jamais. Pourquoi? Parce que gérer une crise, c'est un métier. Gérer une crise, c'est prendre une situation en compte, l'analyser, en prenant toutes les garanties pour l'analyser sur tout le périmètre, et ensuite prendre des décisions. Et prendre des décisions uniquement dans l'objectif de gérer la crise dans la durée. Et de préférence, dans la durée la plus courte possible. Les hommes politiques et les femmes politiques ne peuvent pas prendre des décisions uniquement pour le traitement de la crise parce qu'ils ont des inputs, comme on dit, ou des considérations extérieures à la crise qui viennent perturber leur jugement. C'est des considérations d'image, des considérations de parcours politique, et des considérations d'échéance électorale, et tout ça, ça perturbe la décision. Donc, ils ne sauront jamais gérer une crise. La seule chose qu'ils ont à faire, c'est donner la grande directive, dire le cap pour gérer la crise, et de la confier à des gens qui savent. Et de ne pas en permanence venir interférer dans les décisions qui sont prises par ceux qui sont responsables de la crise, au nom de toutes les considérations exogènes que je viens d'expliquer. Je dis ça tout simplement parce que c'est mon expérience. J'ai passé 40 ans de ma vie à gérer des crises au quotidien, quelles qu'elles soient. Quand j'étais directeur des opérations de la gendarmerie, j'ai géré la crise des Gilets jaunes avec tous les préfets de Bretagne, avec le ministre de l'Intérieur qui était Manuel Valls à l'époque. Enfin bon, ça a été mon métier toute ma vie, donc je sais comment c'est. Et puis vous savez, quand on est officier de gendarmerie, on est au contact des préfets, par exemple. Et quand on gère des crises, parfois, les préfets sont la courroie de transmission du pouvoir politique. Et des fois, ils nous disent un certain nombre de choses et on leur dit « ben non, il ne faut pas faire ça, c'est pas possible ». Donc, au moins sur le terrain, des fois au niveau des préfectures, pas toujours, mais les préfets écoutent les patrons de la police et de la gendarmerie quand il y a des crises à gérer. Mais au niveau national, pas toujours. Eh ben, on en a eu la preuve. Une fois pour les gilets jaunes et 2 fois pour la crise sanitaire. Voilà. Mais la question des hommes et des femmes politiques, du personnel politique, c'est comment je m'entoure, de qui je m'entoure. Ça, c'est le vrai sujet. Parce que, très honnêtement, notre pays souffre de quoi? C'est que la politique a été prise en compte depuis 40 ans par des technocrates, par des hauts fonctionnaires. Je regrette. Mais quand on est haut fonctionnaire, on est formé pour faire de l'administration, pour administrer un pays, pas pour le gouverner. Ce sont 2 choses différentes. On administre d'un côté, on gouverne de l'autre. Et l'administration est au service du gouvernement. Mais on ne peut pas passer de l'un à l'autre en permanence. Et aujourd'hui, ce qui a mis notre pays dans la grande difficulté, c'est ça, cette confusion des genres. On ne peut pas être les deux à la fois. Vraiment, non. On ne peut pas être les deux à la fois. Aujourd'hui, vous avez trop de hauts fonctionnaires dans la vie publique de notre pays qui n'ont pas une seule idée de ce qu'est la vraie vie que vivent au quotidien les Français, les chefs d'entreprise, partout dans le territoire national. Ils ne savent pas. Si, ils ont une culture livresque, ils ont une connaissance, j'allais dire, intellectuelle, mais ils n'ont pas mouillé la chemise. Ils ne sont pas allés, ils ne savent pas comment ça fonctionne. Ils ne savent pas comme Rafik Smati, qui est entrepreneur, qui a 40 salariés, comment ça se passe, ce que c'est un compte de résultat, ce que sont des négociations salariales avec... tout ça, ils ne savent pas. Pardon, mais donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses. Il y a des gens qui sont appelés à gouverner, il y a des gens qui sont appelés à faire de la haute administration. Ça ne peut pas être les mêmes, parce que sinon, il y a confusion des genres. Et on se retrouve dans la situation dans laquelle notre pays se retrouve aujourd'hui. Et moi, j'appelle de mes voeux qu'on fasse confiance dans notre pays à des gens qui sont des vrais gens. C'est-à-dire qui ne sont pas des fonctionnaires, qui ne sont pas des hommes politiques, mais qui viennent de la société civile. Le jour où on aura fait ce pas-là,
je pense qu'on aura fait un grand pas. Alors, dans une tribune publiée le 8 février, intitulée « La démocratie a un coût, celui de l'engagement et de l'audace », vous regrettiez la frilosité des élus locaux au moment d'accorder leur parrainage aux candidats à l'élection présidentielle. Alors, comment est-ce que vous expliquez cette frilosité? Et est-ce que vous considérez que le système des parrainages, qui a pour objet finalement de filtrer les candidatures, et notamment les candidatures de témoignages ou les candidatures fantaisistes, est-ce que vous estimez que ce système devrait être modifié? Bon, écoutez, je ne pense pas que le système des parrainages écarte les candidatures fantaisistes. Parce que quand je regarde la liste des 40 et quelques candidats, je me dis il y a quand même un petit problème dans notre pays. Donc c'est pas ça qui écarte les candidatures fantaisistes. Oui, elle met une barrière à l'entrée, bien entendu. Mais ça n'empêche pas n'importe quel farfelu de venir se présenter. Donc, mais c'est aussi l'expression de la démocratie. Donc la démocratie doit pouvoir s'exprimer, mais elle doit pouvoir s'exprimer librement. Or, sur la question de l'élection présidentielle, elle ne s'exerce pas librement, clairement. Et c'est ça, moi, qui m'inquiète. Et je ne suis pas persuadé que les Français aient conscience de cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, un élu, qu'il soit maire, conseiller départemental, conseiller régional, parlementaires, enfin tous ceux qui ont droit à parrainer ou à présenter, puisque ça s'appelle une présentation, à présenter un candidat par un bulletin que l'on envoie au Conseil constitutionnel, eh bien, tous ces élus, en réalité, ne sont pas libres de leur choix. Ils ne sont pas libres de leur choix parce que, contrairement à toutes les pratiques démocratiques de notre pays, sur lesquelles elle repose sur un seul principe, c'est le secret de l'isoloir. Toutes les élections de notre pays reposent sur le secret de l'isoloir. Municipales, départementales, régionales, l'élection des parlementaires, les grands élus qui élisent les sénateurs, tout est fait à bulletin secret. Et pour l'élection présidentielle, par une décision de François Hollande des années 2014-2016, on publie les parrainages, c'est-à-dire on sait qui a parrainé qui. Franchement, je ne voudrais connaître l'argument majeur qui milite pour qu'on puisse et qu'on publie et que l'on livre à la vindicte populaire le parrainage de tel ou tel élu qui est au fin fond de la France. Je ne comprends pas. On expose les maires à la vindicte populaire. Parce que si les administrés savent ce qu'il a parrainé, ils vont peut-être aller lui demander les comptes. Si un maire d'une petite commune, qui appartient à une communauté de communes, a un projet qui est financé partiellement par la communauté de communes, et que le président de communauté de communes sait que le maire a donné son parrainage à quelqu'un dont il ne voulait pas ou avec lequel il n'est pas d'accord, qu'est-ce qui se passe pour ce maire? Si ce maire, il a un projet important, qui est notamment subventionné par le département, et que le président du conseil départemental n'est pas d'accord avec le parrainage qu'il a fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'élu local, il est en difficulté. Donc, je pense que ce système de parrainage rendu public par le Constitutionnel est injuste et que c'est un déni de démocratie. Et que nous devons revenir sur cette publication très rapidement. Et la première décision que nous pourrions prendre si nous étions un jour aux affaires et si moi je pouvais peser à l'Assemblée nationale ou ailleurs sur l'avenir de notre pays, c'est de revenir à la non-publication. Parce qu'on ne peut pas exposer les maires à la vindicte populaire, ça n'est pas possible. Si le maire a envie de dire lui-même pour qui il a donné son parrainage, très bien, c'est sa liberté absolue. Mais qu'on le publie comme ça contre son gré, je trouve ça absolument lamentable. Ce qui fait que depuis les dernières présidentielles, il y a 42 000 personnes qui peuvent donner un parrainage. La dernière élection présidentielle, il y en a eu 14 000. On pense que cette fois-ci, il y en aura moins de 10 000. C'est-à-dire moins du quart. C'est pas possible. C'est un déni de démocratie. Donc nous devons revenir là-dessus, comme sur un tas d'autres choses. Mais c'est important parce qu'il faut que les Français sachent ça. Il faut que les Français sachent ça. C'est que pour avoir 500 parrainages, lorsqu'on va consulter les maires, ben les maires disent oui, mais je ne peux pas prendre le risque. Je suis désolé.
Je ne peux pas prendre le risque parce que sinon c'est ma subvention, c'est mes concitoyens qui vont me demander des comptes et j'ai pas envie d'être ennuyé et avoir des problèmes. Donc vous voyez, là on a un vrai sujet de fond. Les 500 parrainages, c'est un système qui tient la route à condition que l'on préserve ceux et celles qui sont amenés à donner leur parrainage. La capacité à bénéficier de relais dans les médias et d'une large couverture pour pouvoir être en mesure de faire connaître son projet aux Français joue un rôle particulièrement important dans le cadre de l'élection présidentielle. Alors, les médias de masse, les grands médias appartiennent en grande partie finalement à des grands magnats qui peuvent parfois entretenir des relations plus ou moins étroites avec la classe politique. Est-ce que vous pensez qu'un candidat qui ne serait pas issu du sérail peut véritablement avoir une chance de l'emporter pour l'élection présidentielle, voire ne serait-ce que de faire entendre sa voix et de porter son projet auprès des Français? Alors, c'est une question importante que vous vous posez là. Elle est difficile parce que tous les candidats, dits petits candidats, sont confrontés à cette difficulté. Alors il y en a quelques-uns qui portent des projets sérieux, il y en a d'autres qui portent rien du tout et qui font des candidatures de témoignage pour manifester qu'ils n'ont pas envie que ce soit toujours les mêmes qui y soient. Mais il est vrai qu'avant la validation des 500 signatures, il n'y a aucune possibilité, quasiment pour aucun candidat, d'avoir accès aux grands médias. Et c'est un choix éditorial. C'est le choix des rédactions, de toutes les rédactions des médias nationaux, à la fois presse audiovisuelle et puis presse écrite. Il y a quelques exceptions, mais elles sont extrêmement rares. Donc, tant qu'on n'a pas eu accès aux 500 signatures, on ne peut pas présenter le projet que l'on a préparé aux Français. Ce n'est pas possible. Ou alors, il faut trouver des chemins de traverse. Et trouver des chemins de traverse, aujourd'hui, c'est très compliqué. Ce sont des médias alternatifs, mais les médias alternatifs n'ont pas la force, la puissance des médias traditionnels. Donc, nous sommes confrontés à cette difficulté-là avec Rafik Smati. Nous essayons de la gérer. Mais ce qui est très étonnant, au moins pour celle de Rafik Smati, puisque je la suis en direct étant son directeur de campagne, on a de très bons échos et de très bons articles régulièrement sur la presse quotidienne régionale. Et sur la presse nationale, il n'y a rien. C'est étonnant, ce pays où on peut avoir des échos très favorables sur la presse quotidienne régionale et parfois même du buzz, et que finalement la presse quotidienne nationale, elle est à son propre rythme, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Et c'est assez étonnant. Mais je ne suis pas persuadé qu'il y ait une question de collusion entre les propriétaires des médias auxquels vous faisiez allusion dans votre question. Je ne pense pas. Il n'y a pas de. Je pense que les rédactions sont assez libres quand même vis-à-vis de leurs actionnaires, entre autres. Vous savez, dans notre pays, les médias, on parle de liberté de la presse. Moi, à titre personnel, je reste assez mesuré sur ces concepts. Parce que la liberté de la presse, sachant comment elle fonctionne aujourd'hui avec un certain nombre d'actionnaires, parce qu'il y a aussi des actionnaires et on leur rend des comptes, forcément. Et puis, je rappelle que la presse est assez subventionnée dans notre pays. C'est le moins que l'on puisse dire. Donc après, quand j'entends des grands rédacteurs qui me disent « oui, mais nous cherchons à entretenir notre neutralité, notre objectivité, etc. » Oui, ce sont des mots. Mais en réalité, très honnêtement, il n'y a pas de véritable liberté complète de la presse. Mais voilà, c'est une donnée factuelle avec laquelle il faut faire. Il n'y a pas de sujet. Mais nous essayons les uns et les autres de faire tomber les barrières et de faire exploser le plafond de verre, mais c'est très très compliqué. Mais c'est pas grave, le combat n'en est que plus exaltant. Vous aviez été candidat aux élections législatives en 2017 dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, sans étiquette à l'époque, je crois. Vous étiez arrivé en 4e position à l'issue du premier tour. Alors, est-ce que vous envisagez de briguer à nouveau un mandat de député en 2022, sous les couleurs d'Objectif France, j'imagine, afin de pouvoir mettre en pratique le projet que vous portez avec votre parti à l'échelle d'un territoire?
Et est-ce que vous pouvez aussi nous en dire un peu plus sur le nombre de circonscriptions dans lesquelles votre parti Objectif France sera en mesure de présenter des candidats à la députation? La réponse à votre question est oui. Nous allons présenter un maximum de candidats possibles. Nous sommes aujourd'hui sur des candidats qui se sont manifestés et qui ont envie de s'engager à une centaine à peu près. Et ça grimpe tous les jours, donc après il faut regarder ça de plus près, bien entendu, parce qu'on ne peut pas non plus, vu le projet que nous portons, nous devons envoyer aux élections des gens qui sont crédibles et qui ont une capacité à représenter nos idées. Tout le travail n'est pas encore fait parce que la première des choses à faire c'est la présidentielle, puis après on verra les choses en leur temps, parce qu'il ne faut pas avoir plusieurs objectifs à la fois, il faut prendre les séquences les unes après les autres, sinon après ça devient le bazar. Donc oui, nous serons présents dans de très nombreuses circonscriptions. Nous ne ferons pas cavalier seul parce que je pense que aujourd'hui on ne peut pas partir comme Don Quichotte sur les mollets avant. Quand on défend des idées, il y a aussi d'autres personnes qui défendent des idées qui se rapprochent, et donc tout est ouvert, tout est ouvert. Le plus important, c'est de se mettre d'accord sur le projet, sur une grande partie du projet. J'entends parler d'alliances avec un tel, un tel, un tel. Nous, les alliances, c'est pas des alliances ça peut pas être des alliances d'appareil. Ce sont des discussions sur les idées. Ce sont des discussions sur le projet. Ça, oui. Parce que ça, c'est vraiment faire de la politique. Faire des alliances d'appareil pour obtenir un certain nombre d'élus sans s'occuper des idées, sans s'occuper du projet, franchement, c'est pas sérieux. Donc, dans ce cadre-là, eh bien, oui, pour ce qui me concerne, moi, je repartirai, je me représenterai, bien entendu. Et je vais me représenter dans un endroit qui m'est cher, qui est l'endroit où je suis né, où j'habite depuis 3 ans maintenant, et parce que je pense qu'il faut qu'il y ait une cohérence. Je m'étais présenté dans les Hauts-de-Seine parce que j'y habitais depuis de très nombreuses années, et c'était cohérent. Là, j'ai quitté les Hauts-de-Seine parce que j'ai rejoint mon Pays Basque natal, et pour y défendre d'ailleurs les valeurs que j'ai toujours portées, et puis mon Pays Basque qui est un pays très fort en valeurs, en culture, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, puis il y a beaucoup de gens qui aiment le Pays Basque, et il faut le défendre. Et puis à partir de là, ben, j'essaierai de briguer à nouveau un mandat pour porter les idées d'Objectif France, et puis les valeurs de notre pays à l'Assemblée nationale. Alors, on verra en son temps, mais normalement, je devrais être présent pour les élections législatives, sauf accident, parce que je pense qu'il y a une cohérence entre le combat que nous menons pour la présidentielle et celui des législatives. Nous avons pour ambition d'être présents à l'Assemblée nationale avec plusieurs parlementaires pour porter le projet que nous avons construit depuis 4 ans. C'est extrêmement important à la fois pour les Français et pour notre pays, parce que je crois que ce que nous avons construit est à la fois pragmatique, de bon sens, et il doit l'être parce que je vois qu'un certain nombre d'autres partis viennent piocher dans nos idées ces dernières semaines. Ça nous va très bien. Nous avons des idées, ils peuvent prendre nos idées parce que nous en aurons d'autres. Et puis les idées que nous avons développées, que nous avons construites, nous sommes capables, nous, de les mettre en œuvre, parce que ceux qui les ont construites savent de quoi ils parlent. Et ça, c'est important. Il faut que ceux qui briguent des mandats et qui briguent des responsabilités soient en capacité d'assumer les idées qu'ils portent. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Merci beaucoup, mon général. Merci à vous.